premier podcast qu'on a fait ensemble, tu m'as parlé d'un concept qui est venu me toucher d'une drôle de façon. Puis j'ai l'impression aussi que je n'étais pas le seul, parce que tu as reçu des commentaires de beaucoup de gens à ce sujet-là. Puis c'était au sujet de notre droit à polluer ou de la contribution qu'on doit donner pour avoir le droit de polluer. Okay? Puis j'aimerais ça qu'on prenne le temps pour explorer ce concept-là, parce que j'ai l'impression qu'on est juste allé en surface, mais qu'on peut aller vraiment plus profondément, puis que ça touche peut-être à quelque chose d'encore plus complexe comme principe, comme concept. Oui, exactement, parce que tu sais, c'est une chose de parler de la nature puis du droit qu'on a pour polluer la nature, mais tu sais, on va en parler dans plus longtemps, mais tu sais, il y a aussi des conséquences sociales à ça. Des conséquences qui sont sociales, qui se manifestent, qui s'interprètent de manière différente selon t'es situé où dans le social. Mais avant de parler, mettons, du droit de polluer puis tout, on parle de droit de polluer, le droit d'être néfaste à la nature, mais le mot droit revient tout le temps. C'est vraiment important parce que le droit, ça peut être vraiment large. Fait que c'est vraiment important qu'on le définisse. De terme général, quand on parle de droit, d'ordinaire, on fait le lien avec l'appareil juridique. C'est intrinsèquement lié avec le juridique, avec le pouvoir policier, avec les lois, la législation. Mais il y a ce qu'on appelle la philosophie du droit, que c'est vraiment super intéressant à explorer, puis ça amène une deuxième mentalité. C'est que dans le droit, de base, il y a qu'est-ce qu'il y a de droit, puis qu'est-ce que le droit. Souvent on fait l'amalgame justement entre quand on parle de droit puis qu'on apparente ça au système juridique, c'est qu'est-ce qu'il y a de droit. Fait qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a de droit, c'est toutes les parties constituantes qui construisent la constitution du droit. Les règles, les lois, jurisprudence, morale, coutume. Ça, c'est toutes des choses qui font partie du droit juridique. Qui font partie intrinsèque du droit. C'est souvent qu'est-ce qu'il y a de droit, c'est les parties qui se manifestent dans notre société qui font que c'est de droit. Fait que si on a du droit dans notre société, c'est parce qu'on a la présence de lois, de coutumes, morales, de règles. On a aussi un ensemble, tout est codifié. On a aussi des jurisprudences, parce qu'il faut tenir en compte des jugements passés, des choses qui ont été faites dans le passé. Fait que si, exemple, je suis non criminellement responsable d'un meurtre pour trouble de santé mentale, un cas peut pas différer à un autre. Parce que quand on est dans une constitution étatique qui garantit un droit, présentement au Canada, c'est ça, on a un code de loi qui fait partie de la Constitution, qui fait que chaque individu, peu importe leur race, leur sexe, orientation sexuelle, religion, on est tous des agents de droit qui sont couverts par les mêmes droits. On fait partie de ça. Les mêmes règles. Les mêmes règles, c'est ça. On est assujetti aux mêmes parties de droit de qu'est-ce qui est le droit. Fait qu'exemple, je suis une personne blanche, un homme blanc qui commet un meurtre et que je suis déclaré non criminellement responsable pour trouble de santé mentale. Ben si jamais il y a quelqu'un d'une minorité visible qui exécute le même crime, on peut pas se baser sur la religion, le sexe, la couleur, peu importe, pour dire tu sais, vu que toi, mettons, tu fais partie de la communauté noire, là, on enlève le non criminellement responsable pour cause de santé mentale. On peut pas choisir qu'est-ce qui s'applique. Fait que ça, c'est la jurisprudence. Mm-hmm. Quand on pose un jugement qui pose un précédent, faut en tenir compte. Fait que ça, c'est ce que les gens sont habitués parce que c'est visible via le système juridique, puis le système juridique est présent. On a la Cour civile, on a la Cour du Québec, Cour du Canada, Cour suprême, la Cour d'appel. On a toutes sortes de cours. On a vraiment un assez complexe appareil juridique avec les institutions qui viennent avec. Palais de justice, prison, poste de police. Qui fait en sorte que toi, moi, eux, tout le monde, on est sur un pied d'égalité du point de vue théoriquement, oui. Du droit. Théoriquement, en tenant compte de ces parties constituantes-là qui font en sorte qu'on a du droit juridique, entre autres. Mais tu sais, il y a le droit civil, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est ces institutions-là qui font partie du droit, qui sont la manifestation du droit, qui fait que tout le monde, on est assujetti à la même chose, puis quand on parle de droit, on a le même référent. Or, cet appareil-là, ça n'a pas été inventé du jour au lendemain, puis qu'est-ce qui fait en sorte que certaines législatures, certaines règles, certaines lois sont appliquées, ça devient quelque chose de plus haut. Fait que c'est qu'est-ce que le droit?
Là, on a parlé de qu'est-ce qui est le droit, puis qu'est-ce que le droit. Le droit, ça va être l'ensemble des normes morales, idéologie sociale, les doctrines. En fait, c'est qu'on tombe dans un système où est-ce que, au fur et à mesure que la culture et la collectivité se développent, ça va venir se transposer sur la législature, sur l'appareil juridique. Fait qu'exemple, on est dans début 18e siècle aux États-Unis. Je pratique l'esclavagisme. J'ai une plantation, je dois avoir 100, 200 humains qui sont ma propriété, c'est mes esclaves. Mm-hmm. Ben à cette époque-là, selon le contexte historique, selon la mentalité dominante qu'on avait à l'époque, c'était acceptable. Donc, des lois ont été votées en fonction pour rendre ça légal, pour protéger la propriété privée, dans ce cas-ci, la propriété privée d'êtres humains, qui était acceptable selon les moralités de l'époque. Mm-hmm. Mais ce qui est important, c'est que c'est facile de voir le pont de même, puis après ça, toutes les lois sont toutes légitimes, puisque non. En fait, il y a un décalage entre les deux. Souvent, qu'est-ce qui est le droit, les moralités vont évoluer plus vite ou dans un autre ordre d'idées, puis ils vont venir se transposer ensuite sur les lois. Puis ça, c'est visible encore, mettons, dans nos constitutions, surtout dans le droit municipal. Souvent, on va faire des étalages de droits qui font non-sens, qui sont archaïques. Ben, des lois un peu bizarres qui font encore partie de ça, parce que ils n'ont pas été votés autrement, peut-être parce qu'il y a une certaine partie de mentalité qui est encore présente. Exemple, règlements municipaux, la jupe ne doit pas être plus courte que l'espace d'une main en haut du genou. Ben, si on regarde certaines villes au Québec, cette loi-là est encore en vigueur. Ah oui? Pourtant, oui. Pourtant, c'est complètement archaïque, ça ne fait aucun sens. Le même principe que tant qu'à moi, ça devrait être encore légal, mais on le voit, tu sais, le cheval comme moyen de locomotion qui va utiliser le réseau routier, c'est permis. On a le droit. Mais on se rend compte que c'est pas nécessairement à cause de aujourd'hui les propriétaires équestres qui veulent se promener avec leur monture dans la ville. Cette loi-là n'a pas été votée pour eux autres en 2023. Non, c'est qu'avant, on n'avait pas la voiture. Fait que c'est sûr que le réseau public de circulation, il a été pensé à l'époque où est-ce qu'on avait des chevaux et la loi n'a jamais été changée. Ce que tu veux dire, c'est que le monde, la culture évolue plus vite. Les moralités, les normes vont évoluer plus vite que qu'est-ce qui se fait dans la législature, mais la législature va être majoritairement influencée par qu'est-ce qui se fait. En ce moment. En ce moment. Il va toujours avoir un décalage, tu sais, il faut monter le projet de loi, il faut l'analyser, il faut voter la nouvelle législature, il faut mettre en place les nouvelles lois, le code. C'est extrêmement compliqué. Modifier un code criminel ou un code civil, c'est extrêmement compliqué parce que il faut définir toutes les parties. Ensuite de ça, il faut vraiment établir. Puis présentement, ça c'est important aussi de dire, c'est qu'il y a différentes conceptions du droit. Il y a le droit juste naturaliste, comme de quoi que on est individu de droit par nature. Il existe un droit qui est supérieur à nos institutions. Fait qu'exemple, ne pas voler, ne pas tuer, ça serait un droit naturel qui fait sens, qu'on n'a pas besoin d'une institution pour nous protéger de ça. Mais actuellement, surtout dans les pays occidentaux, les conceptions de loi qu'on se fait, c'est ce qu'on appelle du droit positif. Fait que le droit est le droit. Si c'est écrit, ça va être ça. Fait qu'en fait, on se questionne plus à savoir si tuer, c'est bon ou mauvais. C'est sûr qu'il y a tout le temps un arrière-pensée on est capable de légitimer ou ça se légitime pas un meurtre, là, mais on est capable de justement de calibrer la norme, de savoir si c'est préférable. C'était pour se protéger. Si c'est ouais, exactement. Ce qu'on fait, là, on a catégorisé le meurtre, premier degré, deuxième degré, troisième degré, on a des peines, et le droit, il est écrit. Si tu as fait un meurtre dans cet ordre de pensée-là, ben, tu vas être assujetti à telle conséquence. Fait que le droit positif, c'est ça. Si c'est indiqué, c'est en vigueur, c'est légitime. On peut pas le questionner. Mais là, on se retrouve avec une problématique. Justement, avec la nature. Parce qu'en fait, les codes juridiques, présentement, puis tranquillement, pas vite, ça s'en vient, parce que justement, on voit qu'avec la crise climatique, avec les changements environnementaux, on voit que ça a un impact sur les agents de droit que sont les humains. Fait qu'il va falloir penser tranquillement, pas vite, il faut commencer à repenser le droit qu'on a sur la nature. Puis agents de droit qui sont les humains, qu'est-ce que tu veux dire par agent de droit? Agent de droit, c'est en philosophie, quand on parle d'agents moraux, agent de droit, c'est quelqu'un qui est assujetti aux normes morales, qui
peut faire preuve justement de moralité. Quand on parle d'agents moraux, c'est un individu, habituellement c'est humain, mais on peut aller sur d'autres choses, qui sont aptes à poser des jugements moraux. Okay. Fait que quand on se retrouve avec des dilemmes éthiques, il faut tenir en compte les agents moraux. Quand on parle des agents de droit, ben c'est quand on parle de droit, c'est qu'il faut tenir en compte les gens qui sont assujettis au droit, puis qui incarnent le droit. Donc c'est ça. Quand on tombe pour la nature, c'est que là ça tombe un petit peu problématique, parce que qui qu'on considère comme agent de droit et agent moral, là ça devient drôlement problématique. Et c'est là qu'on voit un peu la dichotomie entre qu'est-ce qui est le droit puis qu'est-ce que le droit, parce qu'en fait tranquillement pas vite, on le voit beaucoup chez les jeunes et les moins jeunes. Justement, on devrait protéger la nature, avoir des législatures qui protègent la nature, mais on le voit présentement, il n'y a aucune loi qui empêche de manière positive, comme un droit positif, ou est-ce que c'est catégorique, on fait pas d'extravagisme sur l'île d'Anticosti, mettons. D'extravagisme. Extravagisme, fait que c'est extraire les matières premières. Ouais. Fait que tu sais, il n'y a pas de loi écrite précise qui fait que j'ai pas le droit d'aller me creuser. Dans un sens, ce serait important pour protéger les humains qui sont pas encore là en ce moment. Exactement. Pour revenir à ta question au début, c'est que là, on le voit bien dans le premier épisode, que je parle de c'est un privilège qu'on a de polluer la nature, puis il faut payer le prix. C'est que c'est pas un droit. C'est que justement, c'est qu'il n'y a aucune loi positive qui nous garantit le droit d'émettre des CO2, de mettre absolument tous nos déchets, matières résiduelles dans un seul bac noir. On fait pas de recyclage, pas de compost. Il n'y a aucune loi qui nous oblige à faire ça. Fait qu'après ça, quand on joue la carte de « Hey, j'ai le droit », non, en réalité, t'as pas le droit. C'est tes normes à toi qui rentrent en ligne de compte. Tu prends quelque chose qui est supra de droit et tu t'en fais de droit. Mais supra de droit. C'est que c'est par-dessus les institutions. Fait que, tu sais, exemple, tuer c'est mal, c'est supra droit. C'est par-dessus, c'est une norme universelle qui, après ça, est traduite dans le droit. Mais le problème avec ça, c'est qu'une loi, tu peux pas décider partiellement, comme ça t'applique à toi, pas à toi. Toi, oui, toi, non. On peut pas décider ça parce qu'en fait, on est partie constituante d'une société et il y a comme un contrat tacite entre tout le monde qu'on est assujetti à la même chose. Un contrat tacite, c'est non écrit? Exactement. C'est admis, mais non écrit. Donc, quelqu'un qui, j'ai le droit de polluer avec mon F2500 ou mon F250 000, des grosses affaires qui n'ont pas d'allure, ben, tu sais, on a le droit à la propriété. Oui, tu as le droit de t'acheter ça. Puis, c'est pas tout ça que dans le premier podcast que je dénonçais. C'est le discours de j'ai le droit de polluer. J'ai le droit de foutre la merde puis de projeter tout ce que je veux. Un peu de se déresponsabiliser. Exactement. Puis on se déresponsabilise parce qu'en fait, c'est que ce droit de polluer-là, on en fait notre norme personnelle. Mais le problème, c'est que le droit, quand ça tombe, qu'est-ce qu'il y a de droit, c'est pas les normes personnelles qui rentrent en compte, c'est les normes sociales. Puis ça, faut tenir en compte tous et chacun. Puis il faut avoir l'écoute à tous et chacun. Pourquoi toi, la norme de ne pas tuer, c'est mal? Ben parce que j'aimerais pas ça me faire stabber dans le cou du jour au lendemain. Pourquoi c'est mal le viol? C'est parce que du jour au lendemain, ça me tente pas d'être agressé sexuellement sans mon consentement. C'est après ça on en devient. Mais quand on parle de j'ai le droit de polluer, ben tiens en compte les gens qui pour eux c'est important d'avoir un espace. Faut en tenir compte. Ensuite de ça, on tombe en justice sociale. Que là c'est vraiment une autre paire de manches. OK, attends un petit peu avant qu'on aille là. Ouais. Là, on parle du droit de polluer. Ouais. Mais est-ce qu'on a parlé entre nous de ce droit-là à un moment ou à un autre? Est-ce qu'on a parlé ensemble de la possibilité de prendre à un endroit, amener à un autre endroit, puis laisser cet endroit-là pour mort sur la planète? À mon avis, on n'a jamais parlé de ce droit-là particulièrement. On n'a jamais eu d'assemblée générale d'êtres humains pour « Hey, on se donne le droit de ». En fait, je pense que c'est le droit de propriété qui s'est travesti, qui s'est transformé en ça. J'ai le droit à la propriété. J'ai le droit d'avoir aucun bâton dans les roues qui va me permettre d'accéder à la propriété. Et si un des obstacles à ça,
C'est je dois creuser un trou, je dois faire de l'extravagisme, je dois faire des coupes à blanc. Mais j'ai le droit de les faire. Parce que mon droit primo, qui est par-dessus tout, c'est mon droit de propriété. Fait que fuck la nature, ça posera pas une béquille, ça sera pas un bâton dans les roues dans mon droit de propriété. Puis comment tu vois ça, justement, de posséder la nature à ce point-là? Mais pour moi, ça fait aucun sens parce qu'en fait, quand on regarde la nature, c'est au début de l'histoire humaine, la nature faisait partie de notre conception spirituelle de la nature sacrée. On n'avait pas la science, on n'avait pas certaines méthodes pour pouvoir expliquer les phénomènes naturels. Ça nous semblait complètement extérieur, complètement étranger. Donc, jamais on s'est questionné à savoir, tu sais, peux-tu faire la nature ma propriété? Jamais, parce que ça nous semblait si étrange et si lointain. Mais tranquillement, pas vite, le monde s'est désenchanté. Justement, avec l'invention de l'écriture, où est-ce que l'écriture, en fait, ça segmentarise puis ça circonscrit le sens. Avant, on n'avait pas nécessairement les outils langagiers qu'on a présentement. Fait qu'on pouvait pas expliquer absolument tout avec l'ordre des mots. Maintenant, quand je dis j'ai de la colère, mais tu le comprends tout de suite c'est quoi de la colère parce qu'on attribue un sens à ce mot-là. Mais avant, si on n'avait pas ce mot-là, ben l'émotion de colère pouvait se traduire en 75 000 manières qui ne pouvaient pas nécessairement se traduire en un seul mot. Fait que tranquillement, pas vite, on désenchante le monde. La religion a fait la même chose. La religion, en fait, c'est que quand on se retrouve avec plein de gens qui font plein d'interprétations différentes, quand on veut une religion monothéiste, mais il faut que ce soit pareil pour tout le monde. Fait qu'on va inventer le dogme, les écrits. Puis après ça, il y a eu différents schismes. L'Église catholique, il y en a eu plusieurs. Tu sais, certains écrits, certains passages de Bible, est-ce qu'on les rentre, est-ce qu'on les rentre pas, est-ce que ça fit? Fait qu'il y a eu des schismes. L'Église s'est séparée. Puis ensuite de ça, il y a une solidification du dogme. Fait que ça solidifie. Et là est venue la méthode scientifique, qui a comme pris le relais de justement les religions. J'ai déjà entendu que la nouvelle religion, c'était maintenant la science. Exact. C'est qu'on garde sensiblement le même respect pour le dogme, mais là, présentement, c'est le même respect pour la recherche scientifique. Que si la science le dit, c'est que c'est vrai. Exactement. Puis si la science le dit avec telle méthode, ça doit nécessairement être vrai. Puisque c'est une méthode qui est universellement admise. Mais qu'est-ce qui arrive avec la science? C'est que la science, en fait, souvent, ça va être l'étude par observation. Si on prend un objet, on regarde comment il se comporte, on regarde les causalités, les causes-effets. Fait que, exemple, je vais analyser un bout de bois, ben je l'observe en tant qu'observateur, je m'en dégage, je ne suis plus le morceau de bois, mais je regarde comment ça va être quoi la cause à effet quand on interagit justement avec un point d'émission assez élevé, avec un combustible et un comburant. Fait qu'on regarde, puis on arrive à une conclusion. Fait que tranquillement, pas vite, quand on est arrivé avec cette méthode-là, c'est qu'on s'est mis à regarder absolument toute la nature et tous les phénomènes naturels avec cet œil d'analyse-là. Mais le problème est que une étude scientifique doit être objective. Parce que si elle est objective, tout le monde qui ne sont pas nécessairement spécialement pros dans ce domaine-là, si on prend un livre avec un manuel d'instruction, on arrive à la même conclusion. Donc, ça nous demande de segmentariser de plus en plus. On segmentarise, on fait de la hiérarchisation. Mais le problème avec ça, c'est l'objectification. Parce qu'en fait, exemple, ton frère tombe, il se blesse. Mais là, c'est ton subjectif. Parce que tu as un lien fraternel avec ton frère qui se blesse, ça vient te chercher. Puis ton frère, tu le considères comme un être humain qui fait partie constituante de ta famille. Ça te blesse. Mais on s'entend que la loi, ce qui est là, si elle tombe, c'est un objet. On s'en fout, là. On a appris à l'observer puis à se dissocier Exactement. d'elle. Exactement. Fait que la nature, présentement, l'exploitation qu'on en fait, si on regarde ça avec la paire de lunettes de l'objectification du monde, c'est tout à fait acceptable parce que ça ne nous appartient pas. C'est étranger, c'est un objet, c'est fait pour être manipulé, transformé, changé. Ah, la loi, je veux la déplacer. Au service de l'homme, un peu. Ben, au service de sa volonté. Mais la nature, c'est subjectif. L'être humain n'est pas au-dessus des montagnes, de l'océan, des forêts, des plantes, des animaux. On n'est pas au-dessus, on est partie intégrante. Fait qu'il faut arrêter de regarder ça de haut, puis de voir comment on peut le manipuler, la nature.
parlais de science tantôt. Avant ça, de la religion. Ouais. Mais le besoin en tant que tel qu'on a eu de se rendre là, selon toi, est-ce que c'est le besoin de se rassurer, le besoin de créer justement un « je connais ça », donc il y a moins d'inconnus, donc je peux moins me faire prendre par surprise, je contrôle mon environnement, qui a amené peut-être à une forme d'esclavagisme, peut-être, là, tu sais, de l'agriculture, etc. C'est vrai que pour moi, il y a un lien justement entre l'inconnu puis notre domestication de l'inconnu peut-être, jusqu'à un certain point. Puis là qu'on a juste finalement, avec l'esprit humain qui est tourmenté finalement par tout ce qu'il ne connaît pas ou tout le mystère de la vie, mais on a voulu le rendre dans le domaine du connu, dans le domaine de je me ferai pas prendre par surprise. La psychologie humaine, c'est très, très, très compliqué à expliquer. Puis surtout sur un modèle macro comme ça peut être quand même relativement très large. La raison que je propose, c'est que ça vient avec l'évolution humaine, avec l'évolution normale. Donc, pour reprendre, d'après moi, c'est l'objectification de la nature. D'où est-ce que ça vient? C'est strictement lié avec l'évolution humaine. Parce qu'en fait, on se transforme tranquillement en un petit ver blanc dénudé de plein de moyens de défense dans une nature qui est très aride. On n'est pas nécessairement doué d'un camouflage comme un léopard. On n'est pas nécessairement doué de crocs comme un ours. On est dénudé de certaines caractéristiques comme ça qui nous garantissent une survie dans la nature. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit inventer des outils. Des outils pour se défendre, pour s'abriter, pour se nourrir. On est obligé. Mais puis là, c'est juste... Ça, c'est si on voit la nature comme étant quelque chose de dangereux. En fait, c'est pas nécessairement de voir la nature comme dangereux, mais c'est de voir que dans l'ordre naturel des choses, on veut s'assurer une survie, une pérennité de l'espèce. Sur tous les animaux, l'ensemble de la nature est régi comme ça. Les arbres, ils vont faire ils vont se disséminer, le pollen va aller porter. C'est fait pour que l'espèce puisse survivre, continuer comme ça. L'être humain, on n'est pas soustrait à ces principes naturels-là. Tu sais que ce qui pourrait motiver nos actions serait... L'esprit de conservation. L'esprit de conservation. Exact. OK. Puis là, je fais peut-être juste un petit parallèle qui est peut-être perpendiculaire, mais est-ce que là, on serait en train d'agir un peu à l'encontre de la nature humaine, en fait? Oui. Oui. Ça, je vais en venir justement avec la justice sociale. Mais pour venir, c'est ça. On crée des outils. Et créer des outils, nécessairement, il faut arrêter de voir l'arbre comme son semblable s'il faut le couper pour faire un manche de hache. Il faut s'en dissocier. Il faut s'en dissocier. Pour être capable d'agir ainsi. Exact. Fait que ça, c'est les premières étapes. Et ensuite, effet boule de neige, on est rendu où est-ce qu'on en est rendu? Fait qu'en fait, on est dans une ère où est-ce que la nature est objectifiée plus que jamais. Comme je disais dans le premier podcast, on est vraiment de « je suis allé en nature ». Tu fais partie de nature. Fait on le voit même dans nos expressions, dans nos utilisations langagières, la nature est externe à nous. On n'est pas partie constituante de ça. Dans notre esprit. Dans notre esprit. Et dans les faits, on est soumis. Et là vient le problème de la justice sociale. Parce que présentement, on pense qu'on n'est pas soumis aux dynamiques de la nature. Puis avec les mouvements comme la propriété privée, on est dans un individualisme qui est exacerbé comme jamais, qui atteint son paroxysme. C'est moi dans le présent. On fait la culture de phrases que je considère comme vides de sens, comme carpe diem, vivre l'instant présent. Mais c'est quoi réellement vivre l'instant présent? C'est je veux vivre l'instant présent pour être dans mon confort, assouvir mes passions, mes désirs. Tant qu'à moi, apprécier le moment présent, c'est d'apprécier la richesse et les privilèges qu'on a.
C'est pas de thriver à, agis comme si c'était ta dernière journée, je vais consommer à outrance, puis je vais faire tout ce qui me plaît. Non, ça a des limites, ça. Tu vois, il y a Marcus Aurelius qui, un jour, dans son petit manuel, avait écrit que ce qui devrait justement lui rendre honneur, lui donner du plaisir, c'est de faire la bonne action ou juste de savoir qu'il a posé une action qui est bonne pour l'ensemble de tous. Que c'est ce qui devrait motiver justement ses actions, puis ça devrait le rendre heureux. Mm-hmm. Puis là, ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est un peu le contraire. C'est de retourner ça vers moi puis de voir qu'est-ce qui me fait du bien en ce moment. Peu importe que ça soit néfaste pour tous, je le fais quand même. Ouais, je le fais quand même. Puis tu sais, ça peut être autant individuel au particulier ou individuel pour ma collectivité. J'ai ma sphère, j'ai mon cercle d'entourage, je vais le faire pour mon entourage, mais je me fous des autres sphères. Mais là, ce qu'on se retrouve avec la crise climatique, puis qui pose danger justement pour la justice sociale, c'est que, exemple, la pollution aérienne, je pourrais pas mieux dire, le nom m'échappe, mais c'est dans un livre de Naomi Klein que ça parle justement que les communautés autochtones puis les communautés primitives, avant les grosses sociétés qu'on a actuellement, le vent, le ciel, l'air, c'était totalement mystique, là. C'est là, mais c'est pas là à la fois parce qu'on peut pas le voir, mais avec le vent, on ressent l'effet sur nous. On n'est pas capable de le saisir. On l'entend. Exact. Fait qu'il y avait une espèce de, puis on faisait des respirations où est-ce qu'on expulsait le mal, puis le mal s'en allait, tu sais, c'était très libérateur, le vent. Mais on a encore cette libération-là, mais pour la pollution. J'étais avec mon char qui émet des CO2, avec la fumée des usines. On la voit pendant un instant, mais après ça, le vent pousse loin. Puis une fois que c'est sorti de notre regard, que c'est plus tangible, c'est plus un objet qu'on peut saisir, loin des yeux, loin du cœur. Fait qu'on n'en fait plus soi-même. Et le problème, non seulement la pollution, on n'en fait plus soi-même, mais c'est qu'après ça, les décisions qu'on prend, c'est vraiment au niveau individuel, particulier ou notre communauté. Mais qu'est-ce qu'on voit pas aussi avec nos yeux qui est pas tangible? C'est les générations futures. On les voit pas. Mais jusqu'à tout récemment, on en prenait compte. Donc, selon toi, ce qui a changé depuis... Mais en fait, on en prend encore compte. Mais souvent, c'est qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Ma maison, mon char, l'argent. Vu que la nature est objectifiée, puis que tu sais la nature nous entoure, puis on peut l'utiliser comme un bien matériel, mais que c'est pas une possession comme un auto, une maison, ben jamais on se dit je vais léguer un monde sain à mes enfants. Puis justement, vu que tout ce qui est pollution, le vent, l'eau va les éloigner, ben on n'en tient pas compte. Mais il y a certaines populations qui en tiennent compte. Et c'est là qu'on tombe dans le racisme environnemental. Parce que non seulement la justice sociale, on se crée un code de droit qui protège, on dit qu'est-ce qu'il y a de droit, pour faire un peu un pont, ce qu'on disait au début, c'est important. C'est qu'est-ce qu'il y a de droit, ben on protège les gens qui sont là présentement. On tient pas compte des droits des générations futures. Ça demande un exercice mental excessivement compliqué. Parce que ça se peut que la génération future soit là ou elle soit pas là, mais il faut en tenir compte pareil. C'est carrément une autre posture qu'il faut prendre. C'est une posture qui est excessivement difficile parce qu'on sait pas ça va être quoi les besoins et intérêts des générations futures. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on va avoir besoin d'un environnement sain. C'est ça, là, on parle des besoins de l'humain. Ouais. Mais on peut aller un cran plus haut aussi puis de voir les besoins de la planète. Exact. Mais c'est que la planète, dans le droit, n'est pas un sujet de droit. Ça fait pas de sens. Non. Ça fait pas de sens. Puis on doit changer ça. C'est excessivement frustrant. Il faut changer ça. Mais c'est que la journée, du jour au lendemain, mettons, on se retrouve aux petites créances, peu importe, pour le droit à la propriété ou... exemple, là, on a eu du verglas. Dans certaines régions au Québec, les arbres sont tombés et ont fait des bris. Ah ben, on va couvrir l'humain. Mais un code de loi qui tient en compte la nature, c'est que l'arbre doit être tenu responsable pour les dégâts qu'il a fait.
Parce que c'est un agent de droit, il doit être soumis exactement aux mêmes lois, aux mêmes procédures juridiques que l'être humain. Mais tu vois tout ça, toi? On amène l'arbre en cours aux petites créances pour bris en bas de 5000. C'est excessivement compliqué, mais tu sais, c'est qu'il faut être capable de concevoir une manière de protéger puis d'attribuer du droit à la nature sans nécessairement... C'est que le droit, c'est une construction humaine. Et là, c'est ça, c'est qu'on tombe dans quelque chose qui est complètement absurde. Oui, c'est complètement absurde. Ça ne fait aucun sens. Fait que c'est sûr que ça pose un frein parce que ça fait aucun sens. Mais il faut le concevoir pareil parce que si on tient pas en compte justement ce qui est absurde présentement, ben cette absurdité-là n'est fucking pas absurde pour les générations futures. Ah, c'est absurde d'amener justement l'eau qui est un peu trop agitée puis qui engloutit la Nouvelle-Orléans. Mais on l'a vu avec Katrina, les conséquences sont exponentielles pour les générations futures. Mais elles n'existent pas encore, ces générations futures-là. Fait que quand on tombe justement à régler des litiges, comment régler des litiges avec une partie qui n'existe pas encore? C'est très compliqué, mais pour moi, c'est un exercice qu'il faut faire. Et cet exercice-là, on peut la faire dès maintenant parce que les changements climatiques puis les conséquences, pour revenir à la justice sociale et plus précisément au racisme environnemental, c'est que les changements climatiques actuellement touchent de manière disproportionnée certaines parties de nos sociétés. Justement, Katrina, on est proche des ports, on est vraiment dans un secteur industrialisé. On est dans une conception où est-ce que on veut augmenter notre propriété privée, on veut s'en mettre plus les poches, on veut avoir des industries qui sont lucratives. Quelle action on va mettre là-dedans? C'est que les êtres humains ne sont même plus considérés comme des travailleurs, sont considérés comme des objets. On peut extraire le temps de ces travailleurs-là afin de pouvoir produire quelque chose. Fait que donc, dans ces usines-là qui sont situées près des ports, qui j'engage? La main-d'œuvre peu éduquée, parce qu'un diplôme, ça se paye. On prend ceux qui sont prêts à faire les travails comme ça. C'est qui ces gens-là? Ben, c'est les gens qui sont en situation de pauvreté. Puis c'est qui la majorité des personnes qui sont en situation de pauvreté? C'est les minorités visibles. C'est tout ce qui est externe à la race blanche. Fait qu'en fait, on se retrouve avec des quartiers pauvres qui sont mal construits parce qu'on n'a pas les ressources financières pour construire ça. Et on n'a pas de véhicule, rien. Fait qu'il faut se tenir proche des usines. Ce sont les usines sur le bord de l'eau. Population blanche, on a de l'argent. On veut pas être dans des quartiers défavorisés comme ça, industrialisés. Fait qu'on va se construire des banlieues. Puis en Nouvelle-Orléans, c'est peut-être dans les hauteurs. Mais du jour au lendemain, qu'on se retrouve avec des tsunamis, des ouragans qui sont de plus en plus fréquents, que c'est une énorme vague qui arrache tout au bord, c'est pas les Blancs que ça ramasse. C'est une minorité visible dans le bas. Fait que là, on voit clairement que les changements climatiques, ils se traduisent de manière différente. Et ça, c'est une des parties du racisme environnemental, parce qu'en fait, le racisme environnemental, il y a plusieurs démonstrations à ça. Une des premières, c'est les cataclysmes, catastrophes naturelles, qui touchent de manière disproportionnée. Ensuite de ça, c'est exposition à la pollution. Je veux construire un site d'enfouissement. Tu construis ça dans le nouveau quartier ici à Trois-Rivières-Ouest, ou tu essaies de pitcher ça à Champlain? Ben, tu essaies de pitcher ça dans le terrain à Champlain, parce qu'en fait, le prix foncier est moins élevé. Mais le prix foncier moins élevé s'explique le fait que c'est peut-être un territoire qui est plus pauvre. Qui occupe les territoires plus pauvres? Les gens qui n'ont pas le moyen de s'acheter des énormes terrains ou des châteaux. C'est les minorités visibles. Puis un des exemples de ça, c'est en Nouvelle-Écosse. Il y a une communauté noire au sud de Nouvelle-Écosse. En fait, une ville où est-ce que c'est majoritairement une population noire. La ville va construire un nouveau site d'enfouissement. Là, on parle des années 50-70, dans le temps où est-ce qu'on brûlait les déchets. Fait qu'on va faire un site d'enfouissement où est-ce qu'on brûle les déchets. C'est qui les maisons qui restent autour? Ben, c'est les minorités visibles. Puis ça, tu sais, j'en parle, puis c'est comme moi, peux-tu monter des preuves? Ben, j'invite tout le monde à écouter le documentaire par Elliot Page, que c'est There's Something in the Water. Elliot se promène avec une résidente du coin dans les maisons qui ont autour. Et à chaque résidence, à chaque porte, il y a une historique de cancer. Il y a une historique de maladies pulmonaires, de cancer. Et c'est quoi le point commun? Ils ont construit un site d'enfouissement sur un terrain où est-ce que le prix foncier était excessivement bas. Fait qu'on le voit aussi que le contact est différent. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que, en fait, c'est qui est présentement au pouvoir, qui est capable de faire de grandes choses. Tu sais, je te dis, donne-moi les deux plus grosses business qui te viennent en tête au monde. Coca-Cola, Apple. Bon, c'est qui les PDG de ça? Tu regardes Amazon, Tesla, avec SpaceX, tous des hommes blancs.
c'est eux les réels vecteurs parce qu'ils ont les moyens financiers pour activer le changement. Mais ces personnes-là sont pas assujetties aux conséquences climatiques qui s'incarnent de manière différente dans la société. Fait qu'ils feront pas de changement. Parce qu'en fait, le changement, comme Jean Bédard le disait si bien, comme le dit si bien, Jean Bédard que j'adore, là, ma découverte de cette année, de quand que tu vis pas de l'inconfort ou un vide, tu fais pas de changement. T'as pas de rupture. C'est la rupture qui va amener un changement drastique. Fait qu'en fait, les changements climatiques comme ça qui touchent de manière disproportionnée la population, c'est pas prêt à changer parce que les personnes qui sont vecteurs de changement ont pas vécu cet inconfort-là. Les gens qui sont au pouvoir puis qui auraient le pouvoir de changer les choses Exactement. ne voient pas ces choses-là ou sont pas touchés ni de près ni de loin par ça, donc ont aucun désir finalement que la situation change. Exactement. Et pourtant, ces individus-là, au même titre que les personnes qui sont en prise de pouvoir, c'est des sujets de droit. On est supposé être assujettis exactement aux mêmes privilèges puis aux mêmes droits. C'est un droit d'avoir un environnement sain. C'est un droit d'avoir un toit sur la tête. C'est un droit d'être capable d'avoir une alimentation, tu sais, pas d'eau polluée, d'air pollué. Pourtant, dans les faits, c'est complètement injuste. Ça s'incarne pas de la même manière dans la population. Fait que c'est extrêmement frustrant. Et pourquoi ça ne change pas? Ouais, ben c'est là que... J'ai envie d'introduire Naomi Klein avec la stratégie du choc. C'est que souvent, quand tu as de la pollution qui s'incarne de manière disproportionnée, ou si tu as des catastrophes climatiques qui touchent de manière disproportionnée à la population, c'est excessivement facile d'introduire la stratégie du choc. La stratégie du choc, c'est quand même assez simple. Ça prend naissance avec le projet MK-Ultra de la CIA des années 50-60, où est-ce que c'était l'injection sans consentement de matières hautement psychotropes chez certaines personnes, afin qu'ils perdent tout repère, qu'ils perdent toute conscience. Et c'est dans cet état où est-ce que tu es complètement mêlé, tu te cherches des repères. Phénomène de la page blanche, tu cherches des nouveaux repères. Et là, la personne qui essaie de te soutirer des informations va rentrer. Tu es dans un état de chaos absolu, tu cherches un peu d'ordre. Là, tu te rappelles plus de rien, par exemple. Non. C'est comme si moi, disons, j'étais pris à mon insu, on m'injectait quelque chose, je perds totalement la notion en grosse psychose. Ouais, okay. Fait que tu vas essayer de te trouver un attache, un point d'ancrage. Quelqu'un qui va m'aider à me sentir, OK, là, tout est beau, tout est correct. Exact. Et là, va venir une personne, justement l'intervieweur de la CIA ou peu importe, qui va arriver. Oh, hey, une figure paternelle, quelqu'un d'autorité, je peux lui faire confiance, il vient à ma rescousse. Puis ensuite de ça, vu que là, tu as 100% confiance, vu que cette personne-là t'a sorti du chaos interne, de ta psychose, peut te faire passer n'importe quoi. Ce projet-là s'est avéré affreusement efficace. Mais ça, c'est sur un niveau micro. On peut facilement le faire sur l'école macro, au niveau macro. Et ça, au niveau économique, ça s'est avéré un énorme succès. Naomi Klein, dans son livre Stratégie du choc, là, c'est pas les sources qui manquent. Justement, avec Katrina, avec les chutes des États socialistes en Amérique latine, avec la chute de l'Union soviétique, on le voit tout le temps. On est en perte de repère et on perd un pouvoir centralisé. Il y a une figure émergente qui va arriver, qui va être capable de nous faire passer n'importe quoi. Katrina, c'est un désastre partout. Les communautés ethniques minoritaires sont complètement dévastées. L'État va se présenter en grand sauveur. On est là pour vous aider, on est là pour vous sauver. Oui, l'État va tout reconstruire, mais jadis, les écoles qui étaient construites pour les personnes en situation de pauvreté revoient leur école bâtie, mais cette fois-ci privée. J'ai pas les moyens de me payer cette école-là. J'y vais pas. On regarde ce qui se passe au Chili avec Pinochet. Il y avait Allende qui était là. Attends, il y a l'ouragan qui arrive, dévaste tout. Exact. On a besoin de reconstruire. On a besoin de reconstruire. L'État va dire, hey, je vais m'en occuper, je suis responsable de vous. La figure paternelle va reconstruire, mais cette fois-ci, l'école va être payante. Ce sera pas une école privée ou à somme modique. Puis ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. Oui. Puis on regarde au Chili, justement, avec Allende, que crée énormément de sociétés d'État, un État très, très, très socialiste. Pinochet arrive, prend au pouvoir, dictateur, tout le monde est mêlé.
il va, avec une politique néolibérale économique, va tout privatiser. On va tout perdre. C'est quand même fou, là. Mm-hmm. Ça, c'est des démonstrations qui existent. On regarde les Maldives, Thaïlande, on a un ouragan, on a un cataclysme qui rase les villages de pêcheurs qui sont sur le bord. Qu'est-ce qu'on va construire? Des stations balnéaires. Des stations quoi? Balnéaires, qui est tous inclus. Oh. Belle plage bleue. Ouais, mais avant, c'est des cabanes de pêcheurs qui étaient là. Maintenant, les pêcheurs, dans ces pays-là, aucune éducation. Leur seul moyen d'alimentation et de revenus, c'est la pêche. Ils perdent leur accès à l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Situation de pauvreté extrême. Fait qu'on on le voit que les cataclysmes qui touchent de manière disproportionnée certaines populations sont facilement contournables pour rendre ça au profit d'une classe dominante. Et ça devrait pas. Parce qu'on en revient au droit. On devrait avoir notre droit protégé. Ah, j'ai ma maison, c'est une propriété privée protégée. Ouais, mais ta maison n'existe plus, elle a été ramassée. Ça t'appartient plus. Ça fait aucun sens de penser comme ça. Fait que là, après ça, quand on tombe à j'ai le droit de polluer. OK, peut-être. Mais tu piles sur le droit de ben d'autres mondes. T'as le droit de polluer parce que tu vois pas parce que j'ai le droit de polluer parce que je ne vois pas l'impact que ça a immédiatement sur moi. Je lance ça aux autres. Exact. Générations futures ou les gens qui sont qui boivent l'eau polluée de ce que je rejette. Exact. Je suis l'industrie qui est là, ça s'en va en aval ou peu importe, ça descend puis ça s'en va toucher les autres, tandis que moi, je prends mon eau juste je un me peu baigne plus jamais 2 fois dans le même fleuve. Ben, la pollution que t'as là à un moment, elle l'est plus la seconde. Elle est rendue, ça arrive à quelqu'un d'autre, là. Puis ça, on n'en tient pas compte. On en tient drôlement pas compte, puis on devrait. Puis ça, qu'est-ce qui arrive, c'est, présentement, mettons, au Canada, là, tu sais, il y a oui certaines démonstrations de racisme environnemental, comme ce que je disais à Nouvelle-Écosse, mais c'est quand même marginal. Parce qu'en fait, on est quand même dans une société où est-ce que, tu sais, on a des institutions sociales, on a l'assurance maladie, on a certains trucs comme ça qui nous couvrent. Puis géographiquement, on est quand même assez bien placé, tu sais. On n'a pas des climats extrêmement chauds qui vont entraîner des courants d'air excessivement chauds qui vont créer tsunamis, ouragans, peu importe. On est une situation où est-ce qu'on est assez élevé au niveau de l'eau. Mais il y a des pays près du Pacifique, en Asie, que la majorité de leur superficie, c'est à la même hauteur que le niveau de la mer. Fait que, tu sais, nous autres, une augmentation d'1 mètre du niveau de la mer, ça change pas grand-chose, là. Au port, là, quand tu te mets ici sur le parc portuaire, là, tu regardes, le fleuve est encore 2-3 mètres en bas. Quand même que ça monte 1 mètre, on s'en fout un peu. On va peut-être perdre la plage sur l'île Saint-Quentin, mais regarde, c'est du léger, on s'en fout un peu. Mais quand que l'ensemble de ta population de État reste au niveau de la mer, 30 cm, c'est dévastateur. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas chez nous. Et là vient la problématique, justement, du droit, parce que souvent, les institutions juridiques, c'est étatique. Ça appartient à une nation. Les lois du Canada, c'est pas les lois de la Thaïlande. Il n'existe pas un droit mondial, mais on devrait concevoir un droit mondial où est-ce que, justement, la pérennité puis la possibilité de survivre est assurée autant pour nous de manière égale à tous, sur toute la surface de la Terre, et pour les générations futures. Là, ça changerait tout. On n'aurait pas besoin d'avoir des protocoles de Kyoto où est-ce que, si personne agit de manière multilatérale, je vais agir de manière unilatérale, ça va être mes décisions, puis hey, regarde, cette semaine, ça me tente pas. Cette semaine, ça me tente pas de réduire mes émissions de GES, je vais faire ce que je veux, regarde, faut vraiment que je produise je sais pas combien d'autos, faut pas je produise je sais pas combien de divans, combien de toasters. Je m'en fous, j'ai une demande, puis mon économie de marché en a besoin. Mais quand on tombe sur un niveau mondial, où est-ce que, hey, ta production de toaster va peut-être modifier la production de sorgho au Sénégal, ben, tes toasters vont peut-être attendre, parce que tes toasters, c'est un moyen de réchauffer ce que tu as besoin pour survivre, tandis que les autres là-bas, tu viens de saper tous les moyens qu'ils ont pour survivre. Je sais pas si je vais être capable de faire un lien, parce que c'est un concept qui est extrêmement nouveau pour moi, mais dans un de ses livres, Charles Eisenstein parle d'une façon qu'on pourrait avoir d'uniformiser, si on veut, puis de protéger les ressources de la planète. Qu'on devrait établir un certain droit à
polluer, littéralement. Puis que si on arrive à produire avec en polluant moins, on reçoit plus, si on veut. Pour qu'on soit encouragé à moins utiliser de ressources, puis à produire nécessairement ce qu'on aurait de besoin en ce moment. Puis que si je produis moins de pollution, je pourrais vendre ce droit-là à quelqu'un d'autre, mais qu'on établit un genre de cap, un seuil mondial de pollution, que ça, c'est ce que la planète en ce moment est capable de tolérer. C'est ce que la planète en ce moment, elle est capable de régénérer. T'sais. Puis, je crois qu'il faut être quand même prudent. Il faut être très prudent avec cette idée-là. Cette idée-là, parce que c'est comme, encore une fois, je vais prendre ici, puis c'est probablement parce que là, je le comprends à un certain niveau, puis je suis rendu à un certain niveau aussi dans le livre, mais que ça peut peut-être mener justement à on va prendre ici, on va polluer moins là, mais là je vais le vendre à une grosse entreprise, etc. Fait que je ne comprends pas encore totalement ce principe-là, mais j'ai l'impression que si on n'arrive pas à se voir littéralement dans l'arbre ou la rivière ou dans la personne qui reste proche du niveau de la mer, ça va être extrêmement difficile à changer parce qu'on va toujours chercher à finir avec le signe de pièce. On va toujours finir par motiver nos actions en ne prenant pas compte nécessairement le bien-être de tous, mais en se concentrant sur ce que moi en ce moment je vois ici à Trois-Rivières, justement avec le niveau de l'eau. Je vais perdre ça, mais en même temps, je m'en fous parce que dans mon compte en banque, je vais avoir telle somme d'argent. Puis, quand que je me mets à observer l'argent, des fois, j'ai des réactions qui sont, j'ai l'impression, un peu néfastes pour ma santé même. Parce que je sais pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir si on change pas tout, finalement. Tu parlais des Premières Nations tantôt. C'était naturel pour eux de se voir comme un tout avec la nature, puis de pas de chercher à devenir le top de la pyramide, le sommet de la pyramide, mais plutôt de le voir comme un cercle. Puis ce que je fais à quelqu'un, je le fais à moi-même aussi. Puis ce que je prends à l'arbre, je le prends à moi-même. La planète, chaque arbre, c'est comme un organe. Nous autres, on est comme un organe, puis ce qu'on lui prend, c'est comme si on devenait de moins en moins fonctionnel, on avait de moins en moins d'organes. Même, peut-être que tu pourrais juste m'aider peut-être à me sortir de là, mais je nous vois presque comme un cancer. Ouais, je peux te sortir de là assez sec. Cette théorie-là, que tu me présentes d'Eisenstein, je m'y oppose 100 000 à l'heure, de manière absolue. Et ma critique de base vient avec des critiques féministes. On a un grand penseur philosophe, John Rawls, qui a écrit un livre, Theory of Justice, où est-ce qu'il parle de la justice distributive. Mais on le voit bien avec les changements climatiques, avec ce qui se passe dans notre société actuellement, c'est que on vit dans un monde qui est non idéal, qui est infonctionnel. Et quand on regarde, on va construire une théorie de la justice distributive qui présente un monde parfait, on peut pas calquer ça sur un monde qui est imparfait. Ah oui, on devrait distribuer les richesses de manière égale partout. Aussitôt que t'es humain, ça va être ça. Ça marche peut-être Canada, États-Unis, mais quand on regarde dans certains pays, en Asie puis en Afrique, où est-ce que les femmes ont zéro droit, qui ne sont pas considérés comme agents de droit. Ah, ben vois-tu, ils sont assujettis, sont pas sujets de cette théorie-là, parce qu'ils sont même pas considérés comme humains. Donc, on le diviserait, par exemple, avec ceux qui ont des droits. C'est comme, je vais me créer un système juridique parfait, idéal, puis je vais l'appliquer en Allemagne nazie. Je suis supposé protéger tout le monde.
Mais la population juive n'est même pas considérée comme humaine. Fait que c'est bien beau ta théorie de justice qui est parfaite, mais en réalité, elle s'applique pas, puis elle peut pas être distributive à tout le monde, parce qu'une partie de ta population n'est même pas considérée comme des agents moraux ou doués de droit. C'est considéré comme des rats, comme des parasites. Fait que quand on tombe dans les théories de justice distributive, on essaie de ça d'appliquer à un niveau mondial, mais qu'on voit qu'il y a certaines populations qui ont même pas de droit, ça fonctionne pas. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut se rendre compte de notre idéal, puis essayer de pallier au manque. C'est ça qu'il faut faire. Puis c'est ça la critique féministe qui fait. OK, donc plutôt que de visualiser un monde parfait, ce serait de prendre conscience... Le monde de boîte qu'on a actuellement qui fonctionne pas. La lacune présente, puis ensuite de ça, de pallier à ces manques-là. Exact. Tu sais, c'est comme, je pense à un auto. Un auto doit fonctionner comme ça. Je me retrouve avec un auto qui a un bris, qui se répare pas, peu importe. Il s'en va à scrap. Ben non, tu sais, il faut regarder qu'est-ce qui fonctionne pas dans l'auto ou dans l'appareil électronique, peu importe. Puis il faut substituer les parties qui ne fonctionnent pas. Faut pas repenser comme, hey, mon char, la strap ou je sais pas, le radiateur fonctionne pas, le turbo ne fonctionne pas, les freins ne fonctionnent pas. C'est pas, je scrape mon char, j'en rajoute un autre qui est idéal. Non, tu sais, faut pallier au manque de l'auto qui présente des défauts, à l'appareil qui présente des défauts. Faut exactement faire ça aussi pour notre communauté. Tu sais, je te dis ça du jour au lendemain, mes breaks sont finis sur mon auto, je vais aller m'en racheter un neuf. Qu'est-ce que ça me dit? C'est complètement absurde, change les morceaux. Mais pourquoi faudrait faire l'inverse pour notre société? Ça fait pas de sens non plus. Puis avec des théories comme Eisenstein... Attends, mets-les plus sur moi, là. Eisenstein, il a compris quelque chose que moi, j'ai pas compris. Puis là, je l'explique là comme je pense que j'ai compris quelque chose. Mais cette théorie-là, c'est pas lui qui l'a inventée, là. Puis on le voit actuellement dans notre communauté. Mais je sais même pas s'il est d'accord avec ça encore. Il fait juste présenter. OK. Mettons les défenseurs de la taxe carbone. Ben en fait, c'est que là, on n'est même pas dans le qualitatif. Dans le qualitatif de c'est idéal, non idéal. On est dans le quantitatif. Ouais. Ben si je paye, je peux foutre la map. Je peux faire ce que je veux, tant que j'ai les moyens, tu sais. Mais tu sais, ça fonctionne pas. Ben regarde, vois-tu, j'ai bien moyen, mais j'ai pas brûlé, je transfère ça à l'autre. Non, ça fait aucun sens, parce qu'en fait, tu te responsabilises niveau 1000. Au lieu de, tu sais, t'en viens à réfléchir de c'est quoi la quantité de pollution que j'émets. OK, j'ai pas dépassé le seuil. OK, je suis en bas, je peux le transférer à un autre. Mais au lieu de cette mentalité-là, il faut avoir une mentalité qualitative. Ah oui, j'ai propulsé moins de pollution, mais c'est quoi que j'ai projeté exactement? C'est quoi que j'ai créé? Exact. Tu sais, on se dit, t'as le droit de rejeter 1000 litres d'arsenic. Crème! Je suis hot, je n'ai juste droppé 700. Ouais, mais c'est de l'arsenic. Tu sais, faut se rendre compte de ça. Puis ça, faut être conscient de ça. Faut conscientiser. Puis on est responsable de ce qu'on fait. C'est le même principe que, j'ai acheté un produit éco-responsable. Ça, c'est la plus grosse arnaque qui existe pas sur la Terre. J'ai commandé quelque chose sur Internet, puis ça me dit que ma livraison est carboneutre. Faut arrêter d'être quantitatif comme ça, faut être dans le carbone nul. C'est pas, ben vois-tu, je me suis fait venir un nouveau toaster sur Amazon, ma livraison est carboneutre, ils vont planter des arbres. Ouais, mais à la base, là, t'as émis de la pollution, puis ça veut dire on va replanter des arbres. À la base, là, on a retiré des éléments naturels de la nature pour en faire des outils. Puis encore une fois, on a pris un endroit, puis on va replanter un autre. Exact. C'est pas équivalent, puis ce serait vraiment dommage de... en fait, c'est qu'on s'achète un peu la paix. On s'achète la paix. Puis tu sais, on achète un produit qui est éco-responsable. Ben là, ça veut dire je suis responsable écologiquement, j'ai acheté un produit éco-responsable. Ben non, c'est juste un labeling, c'est juste une mention qui apaise mon ego, qui apaise mon esprit. Alors, c'est pas moi qui fout le trouble dans la planète, c'est pas moi qui pollue, j'achète des produits éco-responsables. Imagine que c'est ça, t'achètes 20 toasters. T'es quand même... T'as quand même acheté... carboneutre. Ben c'est ça. J'ai pas fait de... C'est pas moi qui a augmenté la pollution. Mais t'as 20 toasters. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il faut pas la stabiliser, la pollution, il faut la descendre. Ouais. Faut vraiment la descendre, puis il faut changer nos méthodes de consommation. Fait que moi, je suis pour quelque chose d'éco-conscient et non d'éco-responsable. Tout le monde est bien bon pour mettre des dimensions éco-responsables. Ça veut absolument rien dire. Qu'est-ce qu'il veut dire, par contre? Je me suis acheté de la nourriture qui est éco-responsable. C'est complètement faux, là.
C'est responsable parce que, en fait, t'as pallié au truc, aux dégâts que t'as fait. Mais quand tu regardes, exemple, un produit agroécologique, là, tout change. Parce que l'agroécologie, c'est pas juste, j'ai soutiré une partie de la nature, je vais y remettre le nom. Non, faut que tu tiennes en compte l'ensemble des choses qui rentrent en dedans. C'est pas juste de la manière qu'on va traiter les sols, c'est de la manière qu'on va aménager les sols puis tout ce qui se propose aussi. Mais c'est aussi de la manière qu'on va aménager les structures de consommation qui font en sorte que, ah oui, tu sais, mon produit, il est responsable, mettons. Mes ananas sont responsables. À chaque fois que j'ai enlevé des ananas, j'ai fait ci sur mon terrain. Oh, mais ton ananas, il a fait combien de kilomètres de bateau ou d'avion? Agroécologique, c'est ça, c'est l'écologie, c'est pas de la responsabilité. Faut maintenir la nature à son stade primal. Fait que ça va être avec la consommation de proximité. Puis la construction de proximité, on veut pas avoir 45 hectares de monoculture de blé dans notre cour en arrière. C'est pas beau. Est-ce que ça, c'est une certaine pauvreté, justement, d'avoir juste un gène sur une parcelle comme ça? Une parcelle. Mais l'agroécologie, c'est contre ça, tu sais. Fait que c'est important. C'est contre ça ou c'est pour autre chose? C'est pour une alternative contre la méthode traditionnelle. C'est pour proposer un substitut. Parce que présentement, le modèle est infonctionnel. Fait qu'en fait, on n'est pas contre le modèle. J'aime bien ce que tu viens de dire. On n'est pas contre le modèle infonctionnel. On est contre le fait que c'est infonctionnel. On n'est pas contre le modèle, on est contre le fait que ça ne fonctionne pas. Donc, on va proposer une alternative. Une alternative qui est holiste. Exact, qu'on tient en compte de tout. Et ça devrait être ça pour le droit, pour la protection de l'environnement. Faut pas tenir compte juste de notre petite personne, faut tenir en compte l'ensemble du monde. Et pour moi, ça me semble plus facile que jamais avec les réseaux sociaux. Notre monde il est éclaté. Comme je l'ai dit dans le premier podcast, je suis capable de connecter avec quelqu'un à l'autre bout du monde en 5 secondes. Fait que je devrais être capable d'être consciencieux puis de prendre conscience et me responsabiliser à l'égard de cet être humain-là, que même si je le vois pas, il est pas loin des yeux, loin du cœur. J'en tiens compte pareil. Et on doit faire ça aussi pour les générations futures. Développement durable. C'est une grosse niaiserie, ça aussi, tant qu'à moi. Développement durable, c'est de mettre en application des pratiques économiques de développement actuel qui va pas empiéter sur la possibilité de développer dans le futur. Mais, tu sais, on est encore dans le développement puis dans la croissance. Dans un monde fini. C'est ça. Mais ça fonctionne pas, tu sais. Faut pas que ça soit du développement durable. Durable, c'est, ça va durer, tu sais. Faut être dans un développement, je sais même pas comment le dire, faut être dans un développement naturel. Ou est-ce que ce serait peut-être un développement naturel ou dans ce sens-là, est-ce que tu parles justement de prendre soin de la planète, de prendre soin des habitants, qu'est-ce qui devrait motiver justement? Faut que ça soit un développement holistique. Parce que là, en ce moment, on vit dans une société qui est capitaliste ici en ce moment. Puis, qu'est-ce qui pourrait changer le résultat, selon toi? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte... On a parlé, oui, d'agroécologie, mais est-ce que ça s'applique à tous les business? Est-ce que ça s'applique justement à comment est-ce qu'on prend des décisions quand on est en haut? D'après moi, ça se fait. Est-ce que ça serait un peu ce qu'on peut appeler de la permaculture? Tu sais, je sais que dans le livre de Alain Olivier, il en parle justement de la permaculture, puis ça s'imbrique justement à l'agroécologie. Ouais. Puis ce que j'aime de la permaculture, c'est qu'on prend en considération aussi l'aspect humain, l'aspect de mes relations, et vraiment d'une façon beaucoup plus éclatée, c'est ça, connectés les uns aux autres. Mais j'ai de la difficulté des fois à concevoir comment est-ce que on va changer tout ça. T'sais. Puis oui, ça prend peut-être un point de rupture. Ouais. Puis des fois, j'aimerais croire qu'on n'aura pas besoin de se rendre là. Ben, on n'a pas besoin de se rendre là. Puis, je vais te donner un exercice de pensée très simple à faire. Imagine un monde où est-ce qu'il n'y a pas de crédit.
Parce que présentement, tu sais, c'est dur de sortir de où est-ce qu'on est parce que on est en dette. Et on peut pas échapper la dette. C'est impossible. Les États, du jour au lendemain, ils peuvent pas décider de voter des lois pro-environnementales parce qu'ils ont des dus. Faut qu'ils soient capables de payer quelque part. Puis présentement, on n'a pas un mode économique où est-ce qu'on peut se permettre de faire des changements drastiques puis voir si ça marche ou ça marche pas. Parce qu'on est en dette. Fait qu'il faut arrêter le crédit. Mm-hmm. Faut absolument arrêter le crédit. Si, exemple, consommer de manière environnementale, avoir un mode de consommation qui exige d'avoir des produits qui ont une durée de vie longue, bien souvent, c'est des produits qui sont plus chérants, qui sont plus chers. Mais si j'ai une hypothèque de maison, que c'est, je me suis pris un terme de 35 ans avec un amortissement de 10 ans, tes mains liées dans le dos. À la fin du mois, faut que tu payes ton hypothèque pareil pour ta trop grosse maison. T'es obligé. Fait que tu sais, t'es dans tes choix de consommation, t'es limité. Les États, c'est la même chose, ils peuvent pas se permettre ça. Les business qui polluent le plus, ils sont aussi dans le crédit. Ils doivent aussi quelque chose à quelqu'un. Ici, aux actionnaires, aux actionnaires, aux personnes, aux investisseurs, ils ont des dus, sont obligés de leur rendre pareil. Puis si le moyen d'assurer de ça, c'est de polluer, ben ils vont le faire sans problème. Sinon, c'est l'échec. Ils ont plus de sous. Ça ne fonctionne plus. Fait que de base, si tout ce qu'on faisait, c'est parce qu'on a l'argent dans les poches, ça pourrait fonctionner. Ça serait fonctionnel parce qu'on n'a pas de dû, on n'est pas obligé de mettre en place des actions qui vont assurer qu'on est capable de régler notre dû. On s'éloigne du risque. Puis présentement, le risque avec je peux exploiter, extravager en outrance, je peux construire autant que je veux, il y a zéro risque à ça. Mais si tu te mets à penser, j'aurais été obligé de développer une nouvelle technologie qui nécessite beaucoup d'investissement, puis que ça va peut-être être rentable sur le long terme, ben quand tu vois ça, crime, je peux pas payer mon hypothèque, je peux pas payer mes créanciers. Je le ferai pas. Donc, l'initiative de faire le bien, s'il n'y a pas un profit à très court terme qui va te permettre de rembourser tes crédits, tes emprunts, ben cette initiative-là, finalement, elle va couler au fond de l'eau. Exact. Puis ça vient au même principe que tantôt, tu sais, il faut penser aux générations futures. Mais c'est une chose de penser aux générations futures, mais si dans 2 semaines, ils viennent saisir ta maison, tu sais, le toit que tu as au-dessus de ta tête, sur l'échelle du temps, les conséquences sont très graves actuellement. Tu perds ton logis. Donc, au niveau des besoins de base... ils sont pas respectés. Fait que là, tu sais, tes besoins de base, tes nécessités de vie sont pas respectées. Tu ne mettras pas à penser à l'enfant qui va peut-être naître génération prochaine, 2e génération prochaine, 3e génération dans 100 ans. Tu ne penseras pas parce que sur le coup, tu vas perdre ton toit. Puis ça, c'est parce que tu n'es pas capable de payer ton créancier. On est pris dans le crédit. Fait qu'il faut arrêter ça. Puis tu sais, le crédit, en même, tu sais, les injustices sociales. Tu sais, justement, faut que je me trouve un terrain qui me coûte pas cher, puis que sur mon hypothèque, ça me coûte rien. Ben, tu sais, si du jour au lendemain, on t'achète un terrain qui a de l'argent, il y aura pas de développement de maison ultra cher, il y aura pas de décision de je construis un site d'enfouissement direct à côté d'où est-ce que c'est pas cher, pour être capable de rentrer dans mon budget, puis être capable de payer le monde avec qui je dois de l'argent à la fin du mois. Tout change avec le crédit. Puis le crédit, c'est la même chose, hein. Tu vas juste dans le magasin, tu mets ça sur ta Mastercard, ta Visa. La problématique, c'est de payer ta carte. Mais t'as pas besoin de payer ta carte là, t'as besoin de payer à la fin du mois, puis même, ils sont gentils, ils t'offrent un paiement minimum. Mais c'est que cette dette-là s'accumule, mais même tu peux plus pallier à la dette minimum. Fait que quand t'es plus capable de payer le minimum, que ça arrive, le système crash. Puis c'est ce qui va arriver avec l'environnement. L'environnement, on nous dit qu'on est là depuis longtemps. Oui, on nous avertit. Mais c'est qu'on voit pas les conséquences. Comme je disais, c'est loin des yeux, loin du cœur. Tu vois pas les conséquences. Le trou dans la couche d'ozone qu'on a eu, ou la pollution atmosphérique, l'augmentation des gaz à effet de serre. Tangiblement, tu sais, physiquement, on les perçoit pas. On les perçoit quand la neige fond pratiquement toute au début du mois de mars. Ou qu'on a du verglas. Puis que les lignes tombent. Mais on les répare, puis après ça,
on l'oublie, c'est fini. Ou on rationalise, ou on justifie X par Y, ou... Ouais. Tu sais, les variations de température intenses. Une journée où il fait vraiment frais, pourtant, on est l'été, où il fait vraiment chaud en hiver, c'est pas normal. Mais le lendemain, la température revient à la normale. T'oublies ce qui s'est passé avant. On oublie facilement. Ouais. L'humain est amnésique. Ouais, vraiment. On oublie beaucoup. Il faut arrêter d'oublier. Il faudrait premièrement peut-être arrêter d'oublier d'où on vient puis qu'est-ce qu'on est. Oui, à la de base. Puis j'ai l'impression que... Puis ça, encore une fois, on se base souvent sur la technologie en ce moment, mais j'ai pas l'impression que ça va être la technologie qui va nous sauver. Mais c'est qu'il faut arrêter de voir la technologie comme un rédempteur. C'est pas un prophète. C'est pas le Messie. C'est un outil. Puis un outil, un marteau, va pas faire la job de clouer un clou seul. Ça va dépendre de l'utilisation que tu en fais. C'est sûr que si tu essaies de planter un clou, puis tu frappes de côté, il va juste crocher, il rentrera jamais dans la planche de bois. Faut savoir s'en servir avec bon escient, d'une bonne manière correcte. Présentement, on le fait pas. Présentement, on fait tout croche, puis à un moment donné, le clou il finit à rentrer, mais il est magané. Parce qu'on aurait les outils, les ressources en ce moment, selon toi, pour que les choses changent. Facilement. Puis quelle solution tu vois à ça? Est-ce qu'il y a des solutions, justement, ou est-ce qu'encore une fois, c'est une façon réductionniste d'essayer de me donner du réconfort dans ce qu'on vit? Ben moi, la solution, c'est, je l'ai dit, arrêter le crédit. Mais est-ce que ça serait pas aussi réductionniste, justement, de dire que c'est le crédit le problème? Non, c'est pas réductionniste, mais c'est sûr que ça réglera pas tout. Mais c'est une excellente première étape. Faut pas réduire l'ensemble des solutions à une méthode, mais c'est un bon point de départ. Il reste plein de choses à faire. Mais les choses sont pas mal plus... Tu sais, un mur d'escalade est beaucoup plus facile à grimper quand t'as pas les mains attachées dans le dos. Présentement, c'est ça. On a les mains liées dans le dos, il faut monter les prises. Après ça, il y a différents degrés de difficulté dans les prises. Quand tu dois juste pincher ou juste te pogner sur un petit hook. Ça va s'apprendre par la pratique. Mais de base, ça, c'est impossible si tu as les mains attachées dans le dos ou si tu n'as pas de bras de cours. Puis là, vous allez sûrement me trouver un exemple de quelqu'un un homme tronc qui fait de l'escalade pareil. Oui, mais de base. Et je repense à la conversation qu'on a eue avec Anso, son initiative, l'initiative qu'on a ici à Orenda, des initiatives qu'il y a un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est des alternatives qu'il faut mettre avec le crédit. Puis ce que je dis, c'est pas faut mettre en pause toutes les initiatives ou les alternatives en attendant que le crédit soit réglé. On peut faire les choses en même temps. Mais c'est que le nœud du problème serait vraiment moins grave si... Ce serait beaucoup moins problématique si on n'avait pas de crédit. Tu sais, comme justement que ce soit la galerie Horizon ou nous, c'est facile du jour au lendemain de chercher un prêt en banque, là, puis hey, on va faire fleurir ça, on va faire grossir l'alternative. Mais c'est que cette alternative-là, après ça, est les mains liées par ah ouais, je vais aller chercher un prêt en banque, mettons 100 000 $ pour la culture Orenda, tu sais, on fasse connaître cette alternative-là, qu'on propulse. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, Orenda, c'est d'offrir la possibilité aux gens d'avoir une alimentation qui est saine, qui est pensée, nourrir l'esprit, le corps et l'esprit, et nourrir la collectivité. Je vais me chercher un prêt à 100 000 parce que pour moi, cette mission-là est vraiment importante. Puis je dois la présenter à tout le monde. Mais, maintenant, je suis en récession, peu importe. Puis ici, la profitabilité descend, ben, comment que je fais pour payer la banque avec mon prêt? C'est pas une raison pour autant de mettre en pause les alternatives, parce qu'on le voit, nous, on a, à moins que tu m'annonces de quoi, ben, tu sais, on n'a pas beaucoup de créances. On n'a pas de prêt d'1 million en banque, on n'a pas ça, tu sais. Fait qu'on a été capable de florir pareil, même si on n'était pas dans le crédit.
Puis c'est pas, tu sais, c'est pas à cause on t'a pas attendu que, tu sais, Antoine, en tant que fondateur, t'as pas attendu que Orenda puisse démarrer une fois que le crédit t'a disparu. Là. T'as pagayé une claque pour être capable de survivre sans prêt en banque. Puis on est encore là-dedans, tu sais. Mais la journée qu'il y aura plus de créditeurs, puis qu'il y a des modèles alternatifs comme ça qui auront su se bâtir indépendamment du crédit, ça va être la meilleure preuve comme de quoi que on peut bâtir des alternatives qui sont saines, agroécologiques, qui sont réellement holistiques, qui sont capables de survivre sans le crédit. As-tu l'impression que des fois, on utilise le crédit parce que on est pressé? On est pressé, on est ultra impulsif, on veut tout dans le moment. Puis ça encore, c'est l'économie qui s'est travestie dans absolument tous nos modes de consommation, modes de vie. Parce que là, on préfère un pont avec la gratification instantanée. Ouais. Puis là, le besoin justement d'anéantir le crédit, mais de se dire qu'on est de plus en plus accro à cette dose de dopamine-là instantanée. Au confort. Au confort, à justement mon plaisir qui m'est offert maintenant. Avec la technologie en ce moment qui est utilisée à un but qui est loin d'être noble, parfois. Si on prend des applications sur notre téléphone qui font en sorte qu'on a ce qu'on veut maintenant, de plus en plus vite. Ce qui fait en sorte que on n'a pas la chance nécessairement de pratiquer comment est-ce qu'on pourrait dire ça, sur le long terme. Mm-hmm. Tu sais, je fais une action, je pose une action, je ne vois pas nécessairement là, les bienfaits maintenant, mais je sais que pour plus tard, ça va être bon. Mais je le fais quand même. Tu as probablement déjà entendu l'étude des enfants qui ont le choix d'avoir un marshmallow maintenant ou 2 dans 20 minutes. Ils prennent le maintenant. Il y en a plusieurs qui vont prendre le maintenant. Il y en a qui vont attendre, bien sûr. Mais ceux qui prennent, le maintenant, il y a des conséquences qui sont à ça. Puis je me rappelle plus c'est quoi les conséquences, mais c'était pas très beau. C'était axé sur l'aspect de survie, notre système sympathique, la peur, l'insécurité qu'on peut vivre. Puis tout ça, si la base sur laquelle je m'appuie, c'est ça, mais c'est clair que je ne vais pas penser justement à « Oh, je vais attendre, je vais pas le prendre tout de suite parce que j'ai confiance que je vais avoir plus tard ou peu importe. » Mais c'est ça, on dirait que là, je vois le danger dans la nonchalance avec laquelle on peut utiliser les réseaux sociaux ou les applications, dans le besoin qu'on a de s'unir tout le monde ensemble et de faire des actions qui seront pas visibles maintenant, mais qui vont faire en sorte que notre planète va fleurir, tout comme les prochaines générations qui vont être là après nous. J'aime ça, qu'est-ce que tu dis là, puis ça va sembler bien niaiseux et impertinent, là, mais ça me fait juste penser Denis Drolet. Sébastien Dubé, son père, il en parle souvent à sous-écoute, c'est un phénomène. Puis il racontait qu'à un moment donné, pour le fils de Vincent, le Denis à palette, il disait « Je te donne 20$. Tu le veux-tu? Ouais. Mais il va y avoir des conséquences. Comme ça se peut, je te le demande. » Puis finalement, il dit « Ben, je vais peut-être juste prendre un 5, mettons. » Parce qu'on est conscient de ça. Puis tu sais, souvent, l'impulsif, on est complètement déresponsabilisé à ça. Puis tu sais, on n'a pas à y avoir des conséquences. Tu sais, mettons, je te dis, ben, OK, parfait, tu veux une auto, mais fabrique-toi là. Oh! Hey, c'est compliqué. Mais hey, je te donne un char. Hey, parfait, je le prends, je me sauve bien du trouble. Mais souvent, on oublie, là, il va y avoir des conséquences. Tu viens de te prendre une location 4 ans ou un paiement 6 ans. Il va y avoir des conséquences à ça. Si tu es capable de les assumer et tu es à l'aise avec ça, go for it, là. Vas-y, mais si jamais tu as un inconfort, tu sais, vas-y pas. Hein. Puis tu sais, c'est quand même fou, là. Il faut le considérer aussi qu'on a ce privilège-là du jour au lendemain de comme je veux consommer tout de suite, je peux. Il y a des personnes dans certains pays africains qui vont travailler longtemps juste pour pouvoir s'acheter un vélo pour pouvoir se déplacer. Tu
c'est fou, hein. Puis tu sais, le confort qu'on a là, il y a des conséquences à ça. C'est un certain degré de pollution. Cette pollution-là, en plus, on l'a même pas ici, ça se traduit ailleurs. De manière inégale dans le monde. Si, mettons, hey, OK, tout le monde, on peut avoir des autos puis polluer, mais que ça touche l'ensemble de la population, tout le monde est touché pareil, ben ça va peut-être modifier mes choix de consommation aujourd'hui, puis ça va peut-être changer mes besoins, mes demandes de consommation demain aussi. Puis ça va peut-être changer celle de l'Africain ou de la personne en Asie. Hein. Ça va peut-être tout changer. Mais ça, on s'en déresponsabilise, puis on est dans la culture du présent. Ici, maintenant. C'est drôle. La culture du présent. Tu sais, c'est vraiment galvaudé de gauche à droite. Oui. Puis, il y a 2 médailles à ça, justement. Tu sais, le présent, le fait d'être conscient, qui est souvent associé à la présence. Puis peut-être aussi l'autre côté de la médaille, qui est ici, maintenant, mon plaisir à moi. Le reste, on verra. Puis j'ai l'impression qu'il y a... On voit les deux en ce moment. J'ai confiance que les choses peuvent changer tranquillement. Puis que tout ça, ça va être, disons, exponentiellement plus rapide quand il va y avoir une prise de conscience universelle, mondiale, peut-être à un point de rupture. Puis quand on va sortir de notre confort, parce que présentement, il y en a des initiatives pour changer ça. Tu sais, justement, de lutte sociale, que ce soit plus égalitaire, qu'il y ait moins de racisme environnemental, qu'on pollue, qu'on fasse moins de pollution. Mais souvent, ça se traduit dans des actions de hey, le 27 septembre, on va aller prendre une marche. C'est excessivement confortable, là. Ah non, c'est pas j'ai marché 2 kilomètres. Oui, d'habitude, t'es d'habitude de le faire avec ton auto, mais là, tu le fais à pied. Mais reste tout, tu sais, dans l'année, là, tu viens de brûler une heure, là, c'est très confortable, là. Mais changer tes modes de consommation, faire vraiment, parce que tu sais, des marches, tant qu'à moi, c'est du militantisme. Mais quand on tombe dans l'activisme, mettre en place les actions qui sont cohérentes avec les changements que tu veux voir, là, tu sors de ton confort, tu sais. Moi, je serais confortable à avoir 5-6 paires de pantalons, ils sont pas troués, j'ai pas besoin des hors coudes. Non. J'ai 2 paires de leggings Loulou que j'ai acheté quand même assez cher parce que je sais que c'est des produits durables. J'ai une paire de shorts qui j'ai rafistole, tu sais. C'est zéro confortable, là. Ça me fait ultra chier de coude. Mais, tu sais, la paire de pantalons que j'achète, qui a été fabriquée en Asie, combien de kilomètres elle a fait avant de se retrouver dans mon garde-robe? Une bonne différence. Fait que je sors de mon confort puis je rafistole mes culottes. Ouais. Puis encore une fois... Je rafistole mes culottes. Oui, c'est pas confortable, mais l'enfant qui les a faites, peut-être. Ouais. C'est pas confortable. Non. Mais encore une fois, tu sais, le confort, puis peut-être qu'on pourrait rapper puis faire une conclusion après ça. Mais si en ce moment, on est encore une fois dans la culture du confort, est-ce que tu sens vraiment que même s'il y a une rupture à la Naomi Klein, okay, même si à un moment donné, il y a une catastrophe qui fait en sorte qu'on l'a dans notre face, puis qu'on a vraiment besoin que ça change, est-ce que ça va vraiment changer? Oui, ça va vraiment changer. Parce que présentement, quand il y a des ruptures ou des trucs comme ça, c'est que, comme je l'ai dit, souvent, c'est une minorité ou des personnes qui sont pas en situation de pouvoir. Et là est le nœud de la guerre avec le racisme environnemental, qui est comme un peu tant qu'à moi, la trame qui a été là tout le long de notre entrevue présentement, là. Il est là le nœud de la guerre, c'est qu'on change rien parce que ça touche des personnes qui sont pratiquement ou peu tenues en compte. Mais la journée que ça va bousculer le quotidien de tout le monde, là, on n'aura pas le choix de devenir tous des informateurs pour faire un changement qui est réel. Parce que présentement, les changements qu'on a, ça change le confort en rien aux personnes qui ont l'air de prendre des prises de position. Ça génère énormément d'inconfort à des gens qu'on tient pas compte. Mais c'est on le dit, c'est des changements climatiques mondiaux. C'est le monde. C'est pas juste l'Amérique du Sud qui va changer, c'est le monde au complet. On respire toute la même air, elle circule partout. Le monde, c'est une sphère contenue, un monde fini.
C'est holistique. Puis à un moment donné, à force de la brasser, ben ça se peut que le noyau, il pète pour tout le monde. Puis c'est ça qui va arriver. Fait que là, c'est sûr qu'il va être obligé d'avoir des changements rapides, qui vont être consentis par tous, pour le bien-être de tous, parce qu'on va tous se retrouver dans l'inconfort. Mais qu'est-ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on en prenne conscience avant que, justement, il y ait une déchirure. On n'a pas besoin d'une déchirure climatique, physique. On n'a pas besoin de catastrophe. On a besoin d'une déchirure qui est aussi douloureuse dans notre tête. Puis ça, on peut le faire maintenant. On peut faire le point de rupture tout de suite. Parce que quand il y a une rupture, on cherche à recoudre tout de suite. On est capable de le faire tout de suite dans notre tête. Parce que avant qu'on se retrouve à la rupture physique, la rupture à cause des changements climatiques, ben encore là, oui, on va vivre de l'inconfort, mais ça va être vraiment, vraiment plus faible que les communautés qui en vivent énormément. On va arriver au même résultat. Mais c'est injuste que pour arriver à ce résultat-là, il y a une partie qui a juste mangé une tasse de caca, puis l'autre qui a mangé un 5 gallons. Puis ça, on est capable d'éviter que quelqu'un qui se retrouve avec une chaudière de 5 gallons en pleine de marde, puis nous autres juste avec une tasse. C'est que la rupture, on la fasse tout de suite dans notre tête, puis on n'attende pas que ça s'accumule jusqu'à temps que ça déborde. Puis ça, de le faire maintenant, ça demande une capacité à prospérer dans l'inconfort. Prospérer dans l'inconfort, puis ça demande une excellente critique de soi-même. De là, l'importance de justement des initiatives informatrices qui informent les gens, un peu comme le podcast là, les cours de philosophie au cégep. Il y a toute une structure qui existe déjà en place qui peut vraiment nous aider à développer une critique envers soi-même. En développant cette critique-là, puis en regardant, parce que présentement, tu sais, oui, je vais sortir de mon inconfort, ben je sors de mon inconfort, mais on s'attend à ce que ça soit pareil chez l'autre. Mais quand on est capable d'être critique envers soi-même, puis pas attendre que les résultats se manifestent chez les autres, parce que si on est critique de la société, on s'entend que tout le monde doit changer des points selon les critiques qu'on vient de mettre. Mais quand on formule une critique envers soi-même, on a à changer envers soi-même, puis après ça, on est super bien avec le changement qu'on a fait. Ah, j'aimais pas ça de chez moi, je l'ai changé. Fait que si tout le monde, si on est capable d'initier une autocritique chez tout le monde, puis de conscientiser l'importance d'avoir cette critique-là comme alternative aux énormes conséquences qu'on va vivre, tout le monde est capable d'avoir ça. Ça serait une capacité de se poser des questions qui sont extrêmement difficiles puis de rester avec cet inconfort-là plutôt que de le patcher avec un produit, avec X, Y, Z. Exactement. Exactement. Ma tête va exploser. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on close cet entretien? J'invite tout le monde. C'est une vidéo que je pense qui doit être vue par tout le monde. Non, deux choses. Premièrement, documentaire sur Netflix, Our Universe, que la narration faite par Morgan Freeman. Je pense que c'est pas un documentaire spécialement placé sur le racisme environnemental, mais on prend vraiment conscience de la dynamique entre toutes choses. Puis comme de quoi qu'on est pareil à la nature, on est pareil aux animaux, on est pareil à l'univers. Ça fait vraiment très, très, très excellent documentaire qui sensibilise à beaucoup de choses. Et sinon, le vidéo sur YouTube, Ça change quoi? Avec Jean Bédard. Pour vrai, même si des fois c'est un discours qui peut être irritant, ça a tout de même des notes très, très, très positives. Et je pense que la philosophie de Jean Bédard représente une richesse énorme qui, pour moi, tout récemment, était complètement inconnue, qui mérite d'être mis en lumière partout dans le monde. Fait que j'invite tout le monde à... Pour avoir écouté le vidéo de Jean Bédard, Ça change quoi, ouais. C'était vraiment très bien expliqué pour nous tous qui sommes pas initiés à la justice environnementale ou à la philosophie ou à la science environnementale, ou tu sais, c'est accessible à tous. Mm-hmm. J'encourage fortement d'écouter ça. Ouais. Merci Léandre de t'être prêté au jeu. Ben, ça fait plaisir. Puis ouais, continue à en apprendre davantage parce que moi, ben ça me fait vraiment du bien d'être exposé à ces idées-là qui sont clashantes. Même si ça t'explose la tête. Ouais, tant mieux. Je suis éclaté. Mais c'est ça, je vais pouvoir coller des morceaux ensemble puis
me recoudre, comme tu dis. Ouais. Puis je pense que c'est ça, les conversations comme ça, tu sais, qui sont un peu raides, rigides, qui sont contraignantes. Ça me fait juste penser à ce que Monsieur Wayne dit à Bruce après avoir tombé dans le puits. Est-ce que tu sais pourquoi on tombe? Pour apprendre à mieux se relever. Yes! Hey, Chacrou, on a fini ça sur Batman.